Le 6 juin 1944, un vent froid souffle sur les côtes normandes. Les vagues s'écrasent avec une régularité sinistre, comme si la mer elle-même battait la mesure d'un moment que l'histoire n'oubliera jamais. Ce matin-là, la mer n'a pas seulement charrié des hommes et des machines. Elle a apporté avec elle le poids du monde. Des milliers de jeunes soldats venus d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni, des visages tendus, des yeux rivés sur une ligne d'horizon qu'ils savent peut-être être leur dernière. Et sur la terre ferme, la Normandie, paisible, rurale, endormie, un autre monde se prépare à être réveillé brutalement. C'est ici, dans cette région de bocages et de falaises, que s'est joué le sort de l'Europe. Mais cette histoire n'est pas seulement celle des plages et des batailles. C'est aussi celle des Normands eux-mêmes, de leur peur, de leur courage, de la manière dont leur terre, leur économie et leurs vies entières ont été transformées pour toujours. Imaginez Sainte-Mère-Église avant le débarquement. Un petit bourg paisible. Les cloches sonnent, les enfants jouant sur la place. Les habitants vivent au rythme des récoltes et des prières. Puis, dans la nuit du 5 au 6 juin, le ciel s'illumine. Des parachutes descendent lentement comme des fleurs blanches sur fond d'obscurité. Mais ce n'est pas une vision poétique. C'est le début de la fin d'un monde. Le choc est immédiat. Les fermes brûlent. Les routes se couvrent de débris. Et les habitants, souvent sans comprendre ce qui se passe, se retrouvent au cœur d'un tumulte planétaire. Les soldats alliés avancent, maison par maison, champ par champ. Chaque mètre gagné coûte du sang. Chaque jour de combat redessine la Normandie dans la douleur. Ce qu'on appelle aujourd'hui le jour J a été pour les Normands un ouragan, pas seulement un combat entre armées, mais un bouleversement total. Le paysage, la population, les traditions, tout a vacillé. Marie, une habitante de Caen, âgée de 16 ans en 1944, racontera plus tard: « Quand les bombes sont tombées, j'ai cru que la terre se déchirait. Le lendemain, la ville n'existait plus, mais au milieu des ruines, on a vu les premiers soldats anglais. Ils souriaient, et j'ai compris que quelque chose venait de changer à jamais. » Ce témoignage résume tout. Le débarquement, c'était la destruction et la délivrance, la fin d'une occupation, mais le début d'une reconstruction longue, douloureuse, incertaine. Pour comprendre l'impact du débarquement, il faut aller au-delà des plages. Omaha, Utah, Gold, Juneau, Sword. Ces noms résonnent comme des symboles héroïques. Mais derrière eux, il y avait des villages anéantis, des champs criblés de bombes et des familles déracinées. Les pertes civiles en Normandie ont dépassé 20 000 morts. Plus de 120 000 maisons ont été détruites. Des villes comme Le Havre, Saint-Lô ou Caen ont été rasées à 80%. Et pourtant, dans ce chaos, une nouvelle ère commençait, car la Normandie n'a pas seulement été le théâtre de la libération, elle en est devenue le symbole. Les premiers mois après le débarquement, la région est méconnaissable. Les routes sont éventrées, les ports détruits, les terres agricoles jonchées de ferraille. Et pourtant, la vie reprend, lentement, obstinément. Des enfants jouent sur les carcasses de tanks. Des femmes ramassent les briques pour reconstruire leur maison. Des hommes, revenus du maquis ou de l'exil, tentent de labourer des champs encore minés.
L'odeur de la poudre reste longtemps dans l'air, mais peu à peu, la Normandie se relève. Les ruines deviennent des repères, les cicatrices, des souvenirs. Et c'est là que commence la deuxième bataille, celle de la reconstruction. Les Alliés, conscients du désastre matériel, financent des plans d'aide. Des ingénieurs britanniques aidant à reconstruire les ponts. Les Américains apportent des machines agricoles. La France, meurtrie mais libre, se réorganise. À Caen, les habitants surnomment leur ville le tombeau de pierre. Mais dès 1945, les premiers chantiers commencent. Des bâtiments modernes remplacent les ruines médiévales. L'économie se redresse, tirée par une nouvelle énergie, celle de la liberté retrouvée. Mais cette liberté a un prix et un héritage, car le débarquement a transformé la Normandie d'une manière que personne n'aurait imaginée. Au-delà des morts et des destructions, il a redéfini l'identité de toute une région. Les Normands, autrefois tournés vers leurs terres, leurs traditions, se sont ouverts au monde. Des soldats étrangers, venus mourir pour leur liberté, ont laissé derrière eux des traces durables, amitié, mariage, échanges culturels, gratitude éternelle. Et, sans qu'ils le sachent, ces événements ont planté les graines d'un autre phénomène, le tourisme de mémoire. Chaque année, des millions de visiteurs viennent sur ces plages, non pas pour voir la guerre, mais pour comprendre la paix. Les musées, les cimetières, les monuments ne sont pas là pour glorifier la violence, mais pour rappeler la fragilité du monde et la force de ceux qui ont tout risqué. À Arromanches, les vestiges du port artificiel rappellent la puissance de l'ingéniosité humaine. À Colleville-sur-Mer, les croix blanches s'alignent face à la mer, silencieuses mais éloquentes. Et dans chaque village, un nom, une plaque, une photo, un souvenir. C'est ici que la Normandie a cessé d'être seulement une région française. Elle est devenue une mémoire universelle, un lieu où chaque pierre raconte non pas la guerre, mais le prix de la paix. Mais cette paix, si précieuse, ne s'est pas construite d'un seul élan. Derrière les images d'héroïsme et de libération, il y a eu des blessures invisibles, des familles séparées, des haines, des ruines économiques. Et c'est là que commence notre prochaine étape, comprendre comment, après le débarquement, la Normandie a dû affronter un autre combat, celui de la survie économique et sociale, le silence après la tempête. Voilà ce que la Normandie a connu à l'été 1944. Les canons se sont tus, mais le bruit du monde, lui, ne reviendra jamais comme avant. Les champs sont devenus des cimetières, les églises, des abris, les routes, des cicatrices, et les habitants, eux, se tiennent debout, épuisés, amaigris, mais vivants. La guerre a emporté leur passé. La paix, désormais, leur impose d'inventer un avenir. Imaginez quand, à la fin de 1944, une ville fantôme, des montagnes de pierre, là où se dressaient autrefois des rues animées, des silhouettes errantes, cherchant dans les gravats un objet, une photo, un souvenir. Un vieil homme s'arrête, ramasse un morceau de verre coloré. C'était une fenêtre d'église. Il la regarda à la lumière, puis murmure « Même brisée,
elle laisse encore passer la lumière. Cette phrase, simple mais poignante, aurait pu devenir la devise de toute la Normandie. La reconstruction commence dans le désordre, presque dans le silence. Les premières aides arrivent de Paris, de Londres, de Washington. Mais sur place, ce sont les habitants eux-mêmes qui mènent la bataille du quotidien. Les femmes prennent la tête des foyers. Les enfants, trop jeunes pour avoir combattu, deviennent les premiers ouvriers du renouveau. Et les anciens soldats, rentrés des fronts, troquent leurs uniformes contre des outils. Les églises servent d'ateliers, les écoles de refuge. Les ruines deviennent des matériaux. C'est une France à genoux qui tente, pierre après pierre, de se relever. Dans les campagnes, la guerre a laissé une autre blessure, la faim. Les terres sont minées, les troupeaux décimés, le lait manque, le pain aussi. Mais les Normands ont toujours su tirer force de leurs terres. On raconte qu'à Bayeux, un boulanger du nom de Jacques a rouvert son four, même sans farine. Il faisait cuire des galettes de pommes de terre pour les enfants du village. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Parce qu'un jour, il faudra que ça sente le pain à nouveau ». Cette obstination tranquille est ce qui sauvera la région. Pourtant, tout n'est pas simple. La reconstruction ne se limite pas à rebâtir des murs. Elle exige de réparer les âmes. Les blessures psychologiques sont profondes. Des familles entières ont disparu. Des villages sont effacés des cartes. Et dans les villes, la mémoire de la guerre se mêle à la culpabilité, celle d'avoir survécu, celle d'avoir vu, celle d'avoir perdu. Les autorités françaises parlent de renaissance nationale, mais sur le terrain, les Normands vivent surtout une succession de renoncements et de choix difficiles. Faut-il reconstruire à l'identique ou bâtir un monde nouveau? Refaire les ruelles médiévales ou adopter l'urbanisme moderne? Entre tradition et modernité, le cœur normand balance. Quand sera l'un des premiers laboratoires de cette réflexion? L'architecte Marc Briot de Laujardière imagine une ville repensée, ouverte, où les pierres anciennes dialoguent avec le béton du futur. Les habitants observent ces plans, partagés entre fierté et nostalgie. Certains murmurent « Ce n'est plus notre camp ». D'autres répondent « Non, c'est celui de nos enfants ». Ainsi naît une nouvelle Normandie, pas celle d'avant, mais celle d'après. Sur le plan économique, la reconstruction attire aussi une vague d'innovation. Les ports détruits deviennent des chantiers d'expérimentation. Le Havre, rasé à 80%, renaît sous la direction d'Auguste Perret, pionnier du béton armé. Ses lignes géométriques, son urbanisme clair, seront un jour classés au patrimoine mondial. À Cherbourg, les docks reprennent vie. À Rouen, les premières usines textiles redémarrent. Et dans les campagnes, la modernisation agricole s'accélère. Les tracteurs remplacent les chevaux, les coopératives remplacent les marchés. La guerre a détruit l'ancien monde, mais elle a aussi forcé la Normandie à entrer dans la modernité. Pourtant, la mémoire du débarquement reste omniprésente. Dans chaque famille, un objet, une photo, un nom gravé sur une plaque rappelle le sacrifice. Les enfants grandissent en jouant près des bunkers. Les champs, longtemps,
rendent encore des obus au printemps. Et malgré le temps, l'histoire continue de hanter les lieux. Car chaque ruine raconte encore une bataille, chaque silence, un adieu. Mais peu à peu, quelque chose change. Les visiteurs commencent à revenir, d'abord des vétérans, puis leurs familles, puis des curieux du monde entier. Ils viennent voir les plages, les musées, les cimetières, et sans le savoir, ils redonnent vie à une terre qui a tant souffert. Le tourisme de mémoire naît ainsi, presque naturellement. Ce n'est pas un commerce de guerre, mais un commerce d'émotions. Les Normands comprennent vite que leur tragédie peut devenir un témoignage, une manière de transmettre, d'éduquer, de relier les peuples. À Arromanches, des habitants transforment leurs maisons en petits musées improvisés. À Sainte-Mère-Église, les parachutistes américains sont célébrés chaque année. Les enfants apprennent les hymnes alliés à l'école. Et dans les champs, les drapeaux flottent côte à côte, français, américains, canadiens, britanniques. Le monde revient en Normandie, non plus avec des armes, mais avec des fleurs. Mais ce renouveau a aussi ses tensions. Certains voient dans cette mémoire collective un danger, celui d'oublier la souffrance au profit du spectacle. D'autres y voient une mission, celle de faire de la Normandie un lieu de mémoire vivante, où la paix s'apprend comme une leçon, et non comme un souvenir figé. Les maires, les historiens, les habitants débattent. Faut-il transformer les plages en sites touristiques ou les laisser en silence sacré? Les réponses divergent, mais une certitude s'impose. Le débarquement appartient désormais à tous. À la fin des années 1950, la Normandie a changé de visage. Les routes sont reconstruites, les villes modernisées, les ports actifs. Mais surtout, la région retrouve son âme. Le courage, la solidarité, la mémoire, ces valeurs forgées dans le feu, deviennent le socle de toute une identité régionale. Un vieil homme de Saint-Lô dira un jour à son petit-fils « Tu vois ces pierres, elles ont connu la guerre, mais regarde bien, elles tiennent encore debout. » C'est peut-être ça, la leçon de la Normandie, tenir debout, toujours. Et pourtant, une nouvelle question se pose. Si la Normandie a reconstruit ses villes, restauré son économie et honoré sa mémoire, comment préserver cet équilibre fragile entre souvenir et avenir? Car à mesure que les témoins disparaissent, le risque grandit, celui que la mémoire devienne un simple décor, un produit touristique sans âme. C'est cette tension entre héritage et modernité, entre mémoire et marché, que la Normandie devra affronter dans les décennies suivantes. Une bataille silencieuse mais cruciale, celle de ne pas oublier, même quand tout pousse à aller de l'avant. Partie 3. De la mémoire à l'héritage. La Normandie, terre de paix et de tourisme. Les années 1960 ont apporté une étrange tranquillité à la Normandie. Les ruines ont disparu, les villes ont retrouvé leur bruit familier. Les marchés sont pleins, les écoles résonnent à nouveau des cris d'enfants. Mais sous cette apparente normalité, le souvenir du débarquement reste omniprésent. Partout, les cicatrices demeurent, dans les pierres, dans les regards, dans le silence des anciens, quand le vent vient de la mer. À Omaha Beach, le sable semble paisible. Les vagues effacent les traces du jour,
comme elles ont effacé celles des combats. Mais chaque grain de sable, dit-on, a connu le poids d'un homme tombé. Et c'est ce contraste entre beauté et horreur qui attire peu à peu le monde entier. Le tourisme de mémoire devient une réalité, pas un commerce frivole, mais un pèlerinage laïque. Des familles entières traversent l'Atlantique pour retrouver la tombe d'un grand-père, un nom gravé dans le marbre blanc d'un cimetière américain. À Colville-sur-Mer, face à l'océan, les croix s'alignent avec une symétrie parfaite. Le vent siffle, les mouettes crient, et les visiteurs, souvent silencieux, murmurent des prières qu'aucune religion ne revendique. Ce lieu est devenu un sanctuaire du souvenir universel. Mais ce retour du monde change aussi la Normandie. Les petits villages côtiers se transforment. Les habitants ouvrent des auberges, des musées, des commerces. Le passé devient une ressource et la mémoire, une économie. Arromanches, jadis un port de pêche, devient le cœur vivant du tourisme de mémoire. Son port artificiel, vestige d'ingéniosité alliée, est désormais une icône. Les visiteurs viennent de tous horizons, historiens, vétérans, étudiants, familles, journalistes. Chacun repart avec une image, une émotion, une leçon. Le maire d'Arromanches, dans les années 1970, dira un jour « Nous ne vivons pas du passé, nous vivons grâce au passé, parce que sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. » Cette philosophie va marquer toute la région. Les Normands comprennent qu'ils sont les gardiens d'un patrimoine vivant, non pas pour glorifier la guerre, mais pour rappeler le prix de la paix. Des musées se construisent, des commémorations s'organisent. Chaque 6 juin, la région s'arrête. Des drapeaux flottent, des cloches sonnent, et dans les rues, on voit des enfants serrer la main de vétérans aux cheveux d'argent. Ces rencontres sont bouleversantes. Le temps efface les rides, mais il n'efface pas la gratitude. Dans les années 1180, la Normandie devient une scène internationale. Les chefs d'État du monde entier se succèdent sur ces plages. On y prononce des discours sur la liberté, la paix, l'unité. Mais pour les habitants, ces cérémonies ont un double visage. La fierté, bien sûr, mais aussi la distance. Car au fond, derrière les caméras, ce sont eux qui portent la mémoire au quotidien. Les Normands n'ont jamais oublié ce que signifiait vivre sous les bombes, voir leurs maisons s'effondrer et accueillir des soldats qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils appelaient libérateurs. Leur mémoire n'est pas politique, elle est intime, humaine, viscérale. Avec le temps, la Normandie s'impose comme un carrefour de mémoire mondiale. Les écoles organisent des voyages pédagogiques. Les musées, comme celui d'Arromanches, ou le mémorial de Caen, deviennent des références. Les touristes ne viennent pas seulement pour voir, mais pour comprendre. Le mémorial de Caen, inauguré en 1988, symbolise cette transformation. Son architecture sobre, ses galeries plongées dans la pénombre, offrent un voyage à travers la guerre, mais surtout à travers la paix. Sur ces murs, une phrase résonne comme un avertissement. La guerre est née ici, sur le sol de l'homme. Elle peut renaître un jour, si l'homme oublie. Cette phrase devient le cœur battant du nouveau récit normand. Un récit d'enseignement, pas de nostalgie. Mais ce succès touristique soulève aussi une question morale. Comment raconter la guerre sans la banaliser?
Comment accueillir des millions de visiteurs sans trahir le silence des morts? Les habitants le sentent. Parfois, le bruit des voitures sur la route d'Omaha Beach couvre le champ du vent. Des boutiques vendent des magnettes D-Day à côté de photos d'époque. Et certains se demandent, sommes-nous encore les gardiens d'une mémoire ou les acteurs d'un spectacle? C'est le dilemme de la modernité. La mémoire attire, fascine, émeut. Mais plus elle attire, plus elle risque de se vider de sens. Les historiens locaux tentent alors une autre approche, faire de la mémoire un outil d'éducation. Les écoles, les universités, les associations multiplient les projets. Des expositions itinérantes, des documentaires, des rencontres entre générations. La Normandie devient une salle de classe à ciel ouvert. Un professeur d'histoire à Bayeux raconte « Quand je vois mes élèves marcher sur les plages, je sais qu'ils ne verront plus la guerre comme une image. Ils la ressentent, ils la comprennent. Et c'est peut-être là la plus grande victoire de la région, avoir transformé la douleur en transmission. » Dans les années 1990 et 2000, la mémoire du débarquement entre dans une nouvelle ère. Les témoins vieillissent, les vétérans disparaissent un à un. Les cérémonies deviennent des hommages aux survivants d'une époque qui s'éteint. Mais au lieu de s'éteindre avec eux, la mémoire s'étend. Le numérique, les archives filmées, les reconstitutions historiques permettent à de nouvelles générations de découvrir cette histoire autrement. Les jeunes s'y intéressent, non par devoir, mais par curiosité sincère. Et pour eux, la Normandie n'est pas seulement une région de France, c'est le lieu où le monde a recommencé. Aujourd'hui encore, plus de 5 millions de visiteurs se rendent chaque année sur les sites du débarquement. Certains viennent en silence, d'autres en famille, d'autres encore en quête d'histoire, mais tous repartent changés. Les guides locaux disent souvent « Personne ne quitte la Normandie sans y laisser quelque chose, un souvenir, une larme, une promesse de paix. Et au fond, c'est peut-être cela, le véritable héritage de 1944, un lien invisible entre les générations, les nations, les peuples. Pourtant, la Normandie n'a jamais voulu être prisonnière de son passé. Les habitants revendiquent aussi leurs droits à la vie, à la modernité, à la joie. Les festivals, les marchés, les ports, les plages, tout cela continue, vibrant, vivant. La région n'est plus seulement un musée à ciel ouvert, c'est aussi une terre d'innovation, d'agriculture, de culture, de jeunesse. Mais partout, dans chaque regard, persiste une conscience, celle d'avoir vu l'histoire passer et d'en être sorti debout. À la fin de cette longue marche, la Normandie a réussi ce que peu de régions ont accompli, transformer la tragédie en lumière, la guerre en paix, la mort en mémoire, le passé en avenir. Et c'est là que s'annonce la dernière partie de notre récit, celle d'une région qui, 80 ans après le débarquement, doit répondre à une question essentielle. Comment continuer à vivre avec la mémoire sans qu'elle devienne un fardeau? Partie 4. La mémoire vivante. La Normandie entre passé et futur. La mer s'est retirée, mais elle laisse encore, sur les plages de Normandie,
les cicatrices du siècle passé. Le vent y souffle toujours, les échos du 6 juin 1944. Les visiteurs marchent sur ces sables, sans toujours savoir qu'ils foulent la plus grande page de l'histoire moderne. Mais la Normandie, aujourd'hui, ne se résume plus à son passé héroïque. Elle s'est réinventée, lentement, patiemment, comme elle l'a toujours fait, après chaque tempête. La Renaissance après la guerre. Après 1945, tout était à reconstruire. Les villes rasées, Caen, Le Havre, Saint-Lô, n'étaient plus que ruines. Mais les Normands ont recommencé, pierre après pierre. Dans les années 1950, la reconstruction devient une épopée silencieuse. Les femmes reprennent les commerces. Les hommes rebâtissent les ponts, les ports, les fermes. Les enfants, eux, grandissent au milieu des gravats, avec des rêves d'avenir dans les yeux. Aujourd'hui, ces villes sont modernes, vivantes. Le Havre, autrefois détruite à 80%, est devenu un chef-d'œuvre du modernisme architectural, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cicatrice est devenue une signature. La Normandie verte et numérique. Au XXIe siècle, une nouvelle transformation est en cours. Des fermes laitières traditionnelles aux start-up agricoles, la région mêle technologie et nature. Des drones survolent dans les champs de blé. Des jeunes ingénieurs développent des capteurs pour économiser l'eau. Dans les anciennes usines textiles, des laboratoires de recherche en énergie renouvelable voient le jour. La Normandie devient une terre d'innovation durable. Elle ne rejette pas son passé rural, elle le modernise. Le Mont-Saint-Michel attire toujours des millions de visiteurs, mais à quelques kilomètres, des zones d'expérimentation agricole inventent déjà le futur de l'alimentation mondiale. Le tourisme de mémoire. Chaque année, plus de 6 millions de visiteurs viennent marcher sur les plages du débarquement. Mais ce ne sont plus seulement des touristes, ce sont des pèlerins de l'histoire. Ils viennent de partout, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d'Allemagne, même. Ils ne cherchent pas la guerre. Ils cherchent la mémoire, le sens, le lien humain. À Arromanches, les musées racontent les batailles. Mais dans les petits villages, ce sont les anciens qui gardent les histoires. Des voix tremblantes qui disent « J'avais 10 ans quand les Américains sont arrivés ». Ce sont ces voix-là, plus que les monuments, qui font battre le cœur de la Normandie. Entre ciel et mer, la leçon normande. La Normandie a tout vu. Les invasions vikings, les rois d'Angleterre, Jeanne d'Arc, les bombardements, la paix. Et chaque fois, elle s'est relevée. C'est là, peut-être, le secret de cette terre. Une résilience tranquille, enracinée dans la mer et les champs. Le vent souffle, mais l'arbre tient bon. Ce proverbe normand résume tout. La région ne cherche pas à oublier. Elle choisit de se souvenir autrement. Non pas par les larmes, mais par la vie. Aujourd'hui, les jeunes Normands filment leurs grands-parents. Ils publient des documentaires. Ils racontent leurs histoires en ligne. Les musées deviennent interactifs. Les écoles travaillent avec les archives. La mémoire n'est plus figée dans la pierre. Elle circule, elle respire, elle vit. Conclusion. Un avenir enraciné dans le passé. Sous les falaises d'Étretat, la lumière change sans cesse. Grise, dorée, bleutée.
comme si la Normandie se réinventait à chaque rayon. Cette lumière, c'est celle d'un peuple qui a traversé les siècles sans perdre son âme. La Normandie n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une leçon pour le monde entier. On peut être marqué par la guerre et pourtant semer la paix. Souviens-toi, mais avance. Car ici, entre ciel et mer, chaque vague qui s'écrase sur la plage rappelle qu'aucune époque, même la plus sombre, n'est éternelle. La Normandie appartient à ceux qui se souviennent et à ceux qui espèrent.